Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. On parle politique, on parle géopolitique, on parle diplomatie. Ce soir, nous allons revenir avec nos invités sur ce contexte, cette crise géostratégique. On parle donc stratégie, puissance, position de l'Algérie. C'est le titre de l'émission ce soir. L'Algérie, vous le savez, le plus grand pays d'Afrique de très grande richesse. On va y revenir ce soir. Depuis plusieurs mois, l'Algérie est certainement l'un des pays les plus courtisés, avec plusieurs visites déjà depuis plusieurs mois, certainement dans un contexte très particulier, puisque le 24 février prochain, cela fera exactement un an, jour pour jour, où Vladimir Poutine a commencé à frapper, à vouloir envahir l'Ukraine. On va y revenir autour de ce conflit, donc courtisé par plusieurs représentants politiques, chefs d'État, plusieurs pays qui sont donc intéressés, notamment les États-Unis. Il y a la Chine, la France, la Russie. On va y revenir, on va en parler de cette Russie, on va parler des États-Unis aussi ce soir. Plusieurs pays d'Europe courtisés certainement dans l'intérêt de ces pays qui courtisent, mais est-ce réellement aussi dans l'intérêt de l'Algérie? C'est une question qui se pose ce soir. On sait que l'Algérie est l'un des plus importants partenaires de la Russie en termes d'armement. On y revient aussi ce soir. Quelle relation entre ces pays, la position, les relations de l'Algérie avec les pays que je viens de vous citer? Peut-on parler de flou? Est-ce que l'Algérie aujourd'hui peut-elle réellement se positionner sans se mettre à dos l'Europe, tout en ménageant le chou et la chèvre, en essayant de garder aussi des rapports assez particuliers, notamment avec la Russie? Mais quand on sait qu'aujourd'hui la Russie et Vladimir Poutine s'isolent de plus en plus en termes de relations diplomatiques, on essaiera de comprendre comment l'Algérie peut-elle réellement avoir une position très claire et très affirmée. Puissance, force ou impuissance de l'Algérie à se positionner, donc à prendre place, à jouer son rôle ou à être pays pivot, comme le président Abdelmadjid Tebboune l'a longuement rappelé, notamment il y a quelques mois, lorsqu'il disait que l'Algérie était une réelle force, notamment pour intervenir, pour gérer, pour se positionner dans cette région du Sahel. L'Algérie a-t-elle les moyens, a-t-elle une réelle stratégie, une réelle visibilité en termes de relations diplomatiques, et a-t-elle un rôle aussi d'influenceur pour intervenir un peu dans le cadre de cette crise géostratégique ou dans la région du Sahel? On viendra aussi sur l'entrée de l'Algérie dans le BRICS, puisque on verra tout à l'heure que le chef de la diplomatie russe soutient l'Algérie dans sa candidature. On essaiera aussi de se poser cette question. Le chef d'état-major algérien était en France il y a quelques jours. Que veut dire aussi cette présence? On essaiera de comprendre avec nos invités. Il ne faut pas oublier que le président algérien doit se rendre en Russie très prochainement, mais dans le même mois, c'est-à-dire au mois de mai, il se rendra aussi en France. Nos invités sur le plateau, Lies Djebali, spécialiste en économie, militant politique, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour votre invitation. Je salue notre cher ami Hassan et bonsoir à toute l'équipe Magharibiya et nos compatriotes. Merci à vous. Merci infiniment. Il est avec nous, Hassan Hiresh. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Chaban Kassi, bonsoir Lies, bonsoir toute l'équipe El Magharibiya aussi, qui sont là à nous soutenir au niveau technique, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci, vous êtes aussi docteur en économie, analyste politique, et vous venez de publier toute une œuvre autour de Slimane Azem, qui nous a quittés il y a 40 ans. C'était le 28 janvier 1983. Exactement. On peut retrouver votre livre autour de ça, notamment de ça. Exactement. Ah, je vois que vous l'avez. Il a courtisé pas mal de monde, pas mal de fidèles, et certains découvrent encore Slimane Azem aujourd'hui. Il a bercé toute une enfance. Il a chanté l'amour, l'exil, et la géopolitique. Et la géopolitique. Il a été un des premiers Algériens à chanter la géopolitique. C'est extrêmement important. Et il a prévu l'émergence de la Chine en tant que grande puissance avant Alain Perfit, qui a écrit le livre « Quand la Chine s'éveillera ». Et il a prévu aussi la bombe atomique comme
arme de dissuasion et arme de destruction massive. Et j'en parle, et je laisse d'autres sujets extrêmement importants. Par exemple, l'usure de la planète. Il en parle dans les années 40, début des années 50. Je vous le disais, donc là c'est un précurseur, il a chanté l'amour, l'exil, il a dû s'exiler aussi parmi des personnes qui se sont exilées aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas vivre en Algérie. Alors toutes ces questions qu'on se pose ce soir sur le rôle, sur de la puissance de l'Algérie, bien évidemment dans un contexte particulier, dans un contexte où le peuple algérien, une très grande partie du peuple, a du mal à subvenir à ses besoins. On parle d'un pays qui importe énormément malgré une économie, malgré, vous allez en dire deux mots, malgré une analyse du FMI. Donc c'est quand même aujourd'hui un contexte très particulier, notamment pour le peuple algérien, en termes de liberté, en termes de légitimité aussi. Est-ce que l'Algérie, est-ce que le pouvoir algérien peut-il être une puissance à l'international, avoir une réelle trajectoire stratégique en n'ayant donc pas de légitimité dans son pays? Lorsque les élections sont organisées, il y a tout de même un boycott, des difficultés à se nourrir, à se soigner, puisque le président de la République lui-même, Abdelmadjid Tebboune, se soigne donc à l'extérieur. Parle-t-on, alors notamment, on essaie de comprendre aussi, est-ce qu'on parle ici d'une logique de pouvoir qui ne représente pas spécialement les valeurs de l'Algérie et qui ne se situe pas dans la logique notamment de la défense des Algériens, mais ou alors est-ce qu'on parle réellement de stratégie géopolitique qui va donc dans le bénéfice de tout un peuple. Je vous parlais tout à l'heure de Sergueï Lavrov, qui a reçu donc Ramzan Lamamra donc à Moscou. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu en Russie. Bien évidemment, il a dit clairement que l'Algérie, je vous donne des éléments et vous allez pouvoir en débattre, pour vous donner un petit point d'économie avant de parler des autres sujets. L'Algérie fait partie des prétendants principaux à l'adhésion au BRICS, groupe qui comprend déjà un pays d'Afrique. Pour le chef de la diplomatie russe, donc Sergueï Lavrov, il ne fait aucun doute que l'Algérie possède tous les paramètres pour faire partie du groupe des 5. L'Algérie, par toutes ses qualités, figure parmi les leaders des prétendants. On y revient dans quelques instants. Il est revenu aussi dernièrement, il y a 27 membres du Congrès américain qui ont interpellé, notamment dans un courrier, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, et donc un courrier inquiétant puisqu'ils ont demandé tout simplement des sanctions envers l'Algérie, notamment pour l'année 2021. L'Algérie a acheté pour plus de 7 milliards de dollars en termes d'armement. Donc, et le sénateur d'ailleurs, Marco Rubio, le sénateur républicain, lui, a accusé l'Algérie d'être l'un des plus gros acheteurs d'armes de la Fédération de Russie. Donc, voilà, vous allez voir ces quelques images. Il s'est exprimé en disant clairement qu'il a rappelé dans ce contexte qu'un groupe de membres du Congrès américain avait récemment proposé de punir l'Algérie en raison de son refus de soutenir les sanctions anti-russes. Et il dit clairement que on n'a pas de leçon spécialement à donner à l'Algérie. L'Algérie suit ses valeurs, ses intérêts. L'Algérie n'est pas docile face aux instructions américaines, entre autres, d'adopter des sanctions contre Moscou. Voilà, vous l'avez ici. Et il dit clairement que l'Alger ne serait pas prêt de suivre les instructions de Washington concernant les sanctions contre Moscou. Je vais vous donner la parole. Il faut juste savoir que juste derrière, donc, représentante américaine, donc Wendy Sherman, a dit clairement: j'apprécie les contributions de l'Algérie à la résolution des conflits régionaux, y compris les efforts pour améliorer la sécurité du Sahel. Comment se positionne l'Algérie dans tout ça? Hassan Hiresh. Oui, la situation est extrêmement grave, elle est extrêmement difficile, elle est volatile aussi. Et donc, je pense que les Algériens, décideurs, ont tout à fait intérêt à faire très attention, à marcher sur des œufs, parce que la conjoncture internationale s'achemine vers une espèce de bipolarisation, comme on l'avait connu pendant toute la période de la guerre froide. Donc, je pense que l'Algérie a tout à fait intérêt
à aller du côté, du côté où ses intérêts sont le plus protégés. J'observe que depuis 60 ans, l'Algérie était orientée plutôt vers le panarabisme et puis vers l'Union soviétique et maintenant la Russie. J'observe que nous n'avons bénéficié d'absolument rien du tout, ni en termes de transfert de technologie, ni en termes de partenariat stratégique, ni en termes tout simplement d'ouverture du pays d'un point de vue humain, économique, etc. Je crois que à chaque fois qu'un responsable algérien de haut niveau doit prendre une décision, il doit se poser 3 questions fondamentales. La première question, c'est en quoi c'est important pour nous. Ça me semble le minimum du minimum. La deuxième question, quels sont les effets attendus de notre démarche vers tel ou tel partenaire, etc. Quels sont les effets attendus? Les effets attendus, évidemment, en termes diplomatiques, en termes sociétaux, en termes économiques, ainsi de suite, et en termes aussi de partenariat géostratégique. Et puis, se poser la question, comme disait la présidente de la Croatie, en quoi ça peut servir les petits-enfants algériens d'aujourd'hui et de demain. Donc, moi, dans cette configuration géopolitique mondiale, qui, encore une fois, est en pleine ébullition, j'observe une chose extrêmement importante, c'est tout simplement la présence des Algériens dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a 5 à 6 millions d'Algériens en France, et au moins 6-7 millions dans toute l'Europe, avec l'Espagne, l'Italie, un petit peu l'Angleterre, etc. Et aussi une communauté extrêmement importante en Amérique du Nord, notamment au Canada, et un petit peu aux États-Unis. Donc nous avons non seulement de la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi carrément des cadres de très haut niveau. Des chefs de laboratoire, des enseignants universitaires, des médecins, des ingénieurs, etc. Donc, si on observe les relations qui ont été plutôt bon an, mal an, assez médiocres avec l'Europe et avec l'Amérique du Nord, ben on observe que finalement, notre population, c'est plutôt vers ces pays-là qu'elle s'oriente. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas évidemment de prendre position pour les Américains ou pour les Russes, mais d'aller tout doucement, de diversifier le partenariat et de sortir surtout de la mono-importation de l'armement depuis la Russie, notamment en termes de l'aviation, parce que sur d'autres domaines, on a commencé quand même à diversifier au niveau notamment de l'importation des chars, l'importation du matériel de l'armée, comment dire, de l'armée marine, de la marine nationale, etc. Donc il y a eu une petite diversification, notamment avec l'Italie, avec l'Amérique du Nord, etc. Mais c'est totalement insuffisant, parce que l'Algérie doit exiger qu'il y ait possibilité de transfert de technologie, qu'on puisse fabriquer chez nous des drones, qu'on puisse fabriquer chez nous du matériel d'interception, notamment sol-air, qu'on puisse aussi avoir du matériel de renseignement, des satellites de renseignement, etc. Les guerres d'aujourd'hui et de demain, nous voyons l'exemple de l'Ukraine avec la Russie, ce qui compte, c'est essentiellement la maîtrise de l'air, la maîtrise du renseignement et aussi au niveau du matériel lourd, notamment du matériel occidental qui s'avère beaucoup plus performant que le matériel russe. Et on le voit d'ailleurs, un grand pays
aussi puissant. On considérait que c'était la deuxième armée du monde et qui est en totale difficulté devant un petit pays comme l'Ukraine, qui est bien sûr armé par les Occidentaux, mais ça reste quand même un petit pays. Donc ça doit donner à réfléchir. Les flatteries de Lavrov, je vais bien. Mais je crois qu'il faut faire très attention. Très bien, oui. Alors l'actualité, on va bien évidemment vous parler de position. On va essayer de comprendre effectivement. On connaît la richesse de ce pays. Aujourd'hui, on parle effectivement des personnes qui sont au pouvoir. Est-ce qu'elles, en plus, elles sont là quand même depuis plusieurs années? Est-ce que réellement, encore une fois, dans ce contexte où les Algériens et les Algériennes vivent, parce que indirectement, ça devrait aller dans le sens de l'évolution d'un pays. En tout cas, tous les éléments que vous venez d'évoquer. Vous donnez juste vous un élément. Je voudrais vraiment avoir votre avis un peu sur l'opposition de l'Algérie avec la Russie et avec les États-Unis. On sent quand même que c'est très particulier. Puis est-ce que l'Algérie peut réellement se positionner? Voilà ce que dit notamment Elisabeth Mor-Obin, qui est en place depuis le 2 février à Alger. Depuis mon arrivée le 2 février, justement, elle le dit, il y a eu beaucoup d'initiatives entre nos deux pays. Je considère que la relation bilatérale est très très forte et connaît aussi une évolution. Nous sommes en train d'élargir et d'approfondir nos liens dans différents domaines. Comment le président algérien, la diplomatie algérienne doit-elle se positionner? Est-ce qu'elle réellement elle a les forces d'avoir des relations comme c'est exprimé ici avec la Russie et notamment avec l'Amérique pour parler d'actualité? Merci Chaban. Nous remarquons il y a une reconfiguration, un redimensionnement des intérêts géostratégiques après la guerre russo-ukrainienne. Donc il y a l'axe Alger, Washington, Paris et Moscou. Si on prend une triangulaire Alger, Washington et Paris, on va essayer de l'analyser. Effectivement, en septembre 2022, une trentaine de députés américains du Congrès américain qui ont demandé au département US d'imposer des sanctions contre ils n'ont pas dit contre les Algériens ou contre l'Algérie, contre les responsables algériens. Ils font la distinction. Pour une raison très simple, c'est dans le cadre de la loi pour la lutte contre les ennemis de Washington. Parce que la Russie, elle est considérée comme l'ennemi de Washington. Donc c'est une loi qui a été instaurée récemment dans le cadre de cette loi, la lutte contre les ennemis de Washington. En même temps, il y avait 17 députés européens qui ont formulé des demandes appelant la Commission européenne à réviser l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est-à-dire, nous voyons au motif de l'achat d'armes massives auprès de la Russie. Nous voyons très bien, il y a des pressions terribles qui s'exercent sur le pouvoir algérien. En même temps aussi, si on veut un petit peu évoquer l'axe Alger-Moscou, eh ben, en novembre 2022, Tebboune devait effectuer une visite en Russie. Elle a été annulée. On ne sait pas pourquoi elle a été annulée. À la clé, il y avait l'achat de contrats d'armes d'un montant de 22 milliards de dollars. C'est-à-dire, Tebboune devait partir en Russie, un tête-à-tête avec Poutine, et pour acheter aussi un contrat qui devait être paraphé de 20 milliards de dollars. 22 milliards. Ça n'a pas été fait. Selon les sources algériennes, ce montant de 22 milliards, il a été reversé dans le budget de 2023. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est une autre question. On voit bien la position de l'Algérie, elle est très complexe. À la fois, elle ne veut pas avoir des tensions avec les Américains et avec les Européens. Et en même temps, elle veut tempérer ses relations avec la Russie, parce que c'est son allié historique et naturel, on va dire comme ça. Mais aussi, c'est très important, elle cherche à se repositionner. Comment on essaie de se repositionner? Pour une raison très simple. Il faut qu'elle est en train de voir l'évolution de la guerre. À chaque fois, Tebboune disait que nous sommes l'Algérie et à la fois amis de Washington, de Paris et de Moscou. Mais il y a un axe Paris-Alger qui devient très fort au détriment de l'axe Paris-Rabat.
Pour une raison très simple, c'est parce que durant la visite de Macron en août en Algérie, ils ont parlé d'un partenariat, de la dynamique d'un partenariat irréversible. Ça veut dire que c'est un partenariat qui devient de plus en plus solide et intrinsèquement costaud pour affronter l'environnement géopolitique partagé aussi bien par la France et par l'Algérie. Sachant aussi que suite au retrait des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, il y a Goïta qui est un militaire aussi, qui contre les intérêts des intérêts français au Sahel. La France, elle veut compenser son retrait. Qui va compenser son retrait? C'est la nouvelle carte qui se dessine, Paris-Alger. Et peut-être la raison aussi, la visite récente du chef d'état-major algérien à Paris, en France. On en parle juste derrière. Voilà. On va écouter notamment ici le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, donc russe, qui recevait donc Ramzan Lamamra. سمعت أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قرابة 27 منهم قد وجهوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية بلينكين يعربون فيها عن انزعاجهم بشأن عدم انضمام الجزائر إلى العقوبات ضد روسيا، واقترحوا في الرسالة بهذا الصدد أن تتم معاقبة الجزائر تحت قانون كاتسا الذي يعنى بمواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات. لدينا مقولة شعبية مفادها هاجمتم الشخص الخطأ. الجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد بهذا الشكل، ولا يمكن أن ينتظر من الجزائريين أن يمتثلوا وينفذوا بإشارة يد من وراء المحيط توجيهات تتناقض بشكل مباشر مع مصالحهم الوطنية. الجزائر مثل غالبية البلدان دولة تحترم نفسها وتاريخها ومصالحها التي على أساسها ترسم سياساتها، وليس على أساس اتفاقات ما أبرمت خلف الكواليس مع الذين يبدو أنهم يعدون أمرا جيدا، ولكنهم في الحقيقة يحاولون تقويض المصالح المشروعة لمن يسمونهم بالشركاء. Voilà, on vient d'entendre une réaction. On a ici le chef de la diplomatie qui parle d'un pays souverain. Clairement, on n'a pas à dicter à l'Algérie. Il parle de partenariat. Il dit clairement que l'Algérie donc suit ses convictions, suit un peu ses intérêts, et qu'on n'a pas à lui dicter un peu ce qu'elle devait faire. Bon, là, il y a une réponse à l'Amérique. On sent tout de même que c'est pour ça que derrière, d'ailleurs, l'Amérique avec Wendy Sherman a répondu derrière. Absolument. Enfin, Lavrov, il est dans son rôle parce que deux pays c'est des alliés naturels pour la Russie. En Afrique du Nord, c'est l'Algérie et la Syrie aussi. Donc, c'est deux pays stratégiques. Ils savent que c'est des pays souverains. C'est des pays souverains. Et qui ont enfin, en tout cas pour l'Algérie, certes, oui, nous avons une histoire, nous sommes souverains, mais les pressions américaines et européennes, elles commencent à être beaucoup plus intenses. C'est un message envoyé à l'Algérie, à l'Amérique aussi, un peu, à l'Amérique aussi, de dire attention, c'est-à-dire, c'est vrai. Vous faites pression sur l'Algérie, vous évoquez les sanctions, vous avez pondu une loi cadre qui lutte contre les ennemis de Washington, mais... Est-ce que la Russie n'a pas tout à gagner si les États-Unis s'isolent, à un moment donné, se retrouvent isolés, notamment avec l'Algérie ? Non, les États-Unis, les États-Unis d'Amérique n'ont pas intérêt à tourner le dos à l'Algérie parce qu'ils ont besoin de l'armée algérienne pour sécuriser le Sahel. Enfin, en tout cas, l'intérêt pour les Américains, l'Algérie, c'est considéré une armée puissante, c'est la puissance régionale qui essaye un petit peu de faire un peu le ménage dans le Sahel suite au retrait des troupes françaises, qui a de très bonnes relations
aussi bien avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso, et qui a aussi une influence très forte dans le nord du Mali, hein, c'est l'Azawad. J'attire votre attention que la coordination des mouvements de l'Azawad, qui est appuyée par les services de sécurité algériens, ont quitté la table pour la rédaction de la constitution malienne. Donc ça aussi, c'est un point, on se demande pour quelle raison. Est-ce que ce n'est pas une pression algérienne? Est-ce que ce n'est pas pour brouiller les cartes, pour se positionner du côté français? Aussi, le retrait des troupes françaises laisse supposer qu'il y a la milice russe Wagner. Est-ce que la milice Wagner, elle est là pour apporter, je veux dire, l'équilibre? Tebboune disait le problème du Sahel, c'est plus économique que sécuritaire. C'est 80% économique et 20% sécuritaire. Ça, c'est du n'importe quoi, parce que le problème du Sahel, c'est plus au départ, c'est la clé, c'est la sécurité. Voilà. Messieurs, deux questions. Est-ce que l'Algérie, le pouvoir algérien, on parle bien évidemment des personnes qui dirigent aujourd'hui, est-ce qu'il y a réellement des moyens, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a une vision géopolitique pour se positionner? Vous parliez de position, vous aussi, Hassan Harej, mais est-ce que l'Algérie se positionne aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir algérien sait réellement où elle se positionne dans ses intérêts et quels sont ses intérêts? Est-ce que je vais reprendre d'ailleurs un terme qui a été utilisé tout à l'heure par un militant politique, Karim Tabou, hein, qui dit que y a deux façons de faire. Soit on est sur une logique de pouvoir qui ne représente pas les valeurs de l'Algérie, du peuple algérien, qui ne se situe pas spécialement dans la logique de la défense des Algériens d'un peuple, puisqu'en général les États en termes de diplomatie se battent dans ce sens-là pour faire développer leur pays. Alors, est-ce qu'on est dans une logique de pouvoir ou est-ce qu'on est vraiment dans des relations d'État à État, internationales, en fonction de perspectives, d'évaluation, de situation, d'analyse géostratégique pour faire évoluer le pays? Non, je pense que l'Algérie a un certain nombre de verrous pour se positionner de façon forte dans l'échiquier mondial. Le premier verrou, c'est la réconciliation avec son peuple, que les dirigeants, évidemment, puissent accepter que l'Algérien puisse être un acteur à part entière et qu'on n'assiste pas, par exemple, comme aujourd'hui, on le voit en Russie, que en cas de guerre, en cas de conflit, en cas de grandes difficultés, on voit qu'il y a eu 1 million de Russes qui ont fui vers les pays limitrophes. Et qui ont fui vers la Turquie, vers les Émirats, vers l'Europe, ainsi de suite. Je crois que tout ça est le résultat justement de la politique de Poutine qui a détourné la démocratie russe, qui a été entamée avec Gorbatchev et Eltsine. Donc il y a ce premier verrou, donc réconcilier les dirigeants algériens avec leur peuple. Le deuxième verrou, de mon point de vue, c'est la Palestine. C'est-à-dire là, on est complètement, je veux dire, dans une situation très difficile par rapport à l'Occident. La question que devraient se poser, de mon point de vue, évidemment, les Algériens, c'est de se dire comment aider les Palestiniens sans être ennemis des Israéliens. Parce qu'aujourd'hui, la ligne de démarcation, c'est les relations avec Israël, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, on voit comment il y a eu des relations qui ont été, tissées avec les pays arabes, notamment avec les Émirats, je veux dire les Émirats arabes unis. C'est carrément un partenariat stratégique, mais aussi la Jordanie, l'Arabie saoudite et beaucoup de pays en Afrique. Donc comment se positionne l'Algérie dans ce conflit israélo-palestinien? Il est vrai que nous sommes dans une injustice totale, notamment avec l'arrivée de l'extrême droite, vraiment un pouvoir fasciste, il faut le dire, en Israël. Mais ce pouvoir fasciste, je veux dire, il n'est pas là pour l'éternité. Hein. On a vu qu'il y a eu des manifestations énormes en Israël contre la politique de ce nouveau Benjamin Netanyahou. Donc,
de mon point de vue... Parmi ces verrous, parmi ces verrous dont le premier, vous parliez quelque part de démocratie, où effectivement Vladimir Poutine, c'est bien d'en parler d'ailleurs de ces milliers de Russes qui fuient aujourd'hui. Ils sont très très nombreux, mais est-ce qu'il y a au sein du pouvoir algérien, parce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui, est-ce que tout ça, ça va dans l'intérêt de l'Algérie, parce que les Algériens sont conscients qu'ils ont un très beau pays, nous avons un pays magnifique à tous les niveaux, et nous devrions faire preuve de force. Est-ce qu'il y a une réelle volonté positive, stratégique au sein du pouvoir algérien, justement pour aller pour débloquer un peu ce premier verrou dans un contexte quand même assez particulier, où il y a des problèmes de liberté d'expression, où il y a des ONG qui sont quand même dissoutes, où il y a des gros problèmes de pouvoir d'achat, d'importation, etc. Je pense qu'il y a des petits signes, mais j'aimerais terminer quand même avec le troisième verrou, si vous me le permettez. Donc j'ai parlé de la réconciliation entre les dirigeants et la société algérienne, donc un minimum de structure démocratique, de légitimité bien évidemment. Le deuxième point, j'ai dit que c'était le problème palestinien et qu'il faut réfléchir à comment continuer d'aider les Palestiniens parce qu'ils méritent d'être aidés, mais tout en n'ayant pas Israël sur le dos comme ennemi, etc. Le peuple israélien n'est pas notre ennemi. Et le troisième verrou, c'est le Sahara occidental. C'est comment régler ce problème qui, non seulement budgétivore, non seulement nous pose des problèmes au niveau de nos partenaires, notamment, on l'a vu par exemple avec l'Espagne, pour ne parler que de ce pays-là, mais aussi, surtout, avec notre voisin marocain, dont les relations sont complètement coupé. Donc moi, évidemment, j'ai un point de vue là-dessus, mais je n'ai pas l'impression du tout que ce soit la voie qui se dessine. Moi, je serais décideur algérien, je serais pour que la partie qui est occupée par le Maroc, c'est-à-dire 80% du territoire sahraoui, soit aux Marocains et puis que les 20% soient aux Algériens, et avec possibilité d'avoir une binationalité pour le Sahara dans les deux camps. Bien sûr, pour cette solution-là, pour l'Algérie qui se dit toujours qu'elle n'est pas concernée, etc., qu'elle est là juste pour soutenir la résolution de l'ONU au niveau de l'autodétermination, etc., moi je pense que le rapprochement avec la France, s'il se fait vraiment, la France peut aider à une solution de ce genre. Alors, de quel signe je parlais tout à l'heure? C'est le voyage effectivement de Chengueriha à Paris, le voyage qui est prévu donc, de M. Tebboune à Paris, mais aussi par exemple l'orientation de l'achat du blé français. Donc on est revenu aujourd'hui au blé français et je crois qu'il y a possibilité aujourd'hui de se réorienter à travers la France vers l'Europe. Parce qu'il me semble qu'il est clair que les intérêts de l'Algérie, c'est un partenariat stratégique avec l'Europe, sans évidemment avoir de l'animosité, quelle qu'elle soit, avec Moscou ou avec Washington. Vous parliez donc d'Israël qui depuis quelques heures s'installe au Tchad avec son ambassade. On a ces quelques images. Demain matin, si Dieu le veut, le Tchad va ouvrir officiellement son ambassade en Israël. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, pour terminer, féliciter et encourager nos deux services. Voilà, donc Israël qui s'installe en Afrique. Hein. On connaît cette région d'Afrique, l'Afrique centrale, le Sahel. Vous pouvez réagir là-dessus, bien sûr. Mais ces deux questions importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté, une position, et puis il y a une réelle volonté du pouvoir. Je viens d'en parler, notamment ce mot qui est important de logique du pouvoir, ou est-ce qu'on est vraiment dans une logique d'un ministre, d'un président de la République qui veut travailler pour son peuple aussi, parce qu'on a quand même deux. C'est important ce soir d'évoquer toutes ces relations, ces rencontres, ces va-et-vient et ces limousines. Et puis d'un côté, on a quand même un peuple qui parfois a du mal à se faire procurer des médicaments parce qu'il faut que ça vienne d'Europe. Et ça, c'est factuel. Hein, Tout à fait.
Alors, en tout cas, moi j'ai toujours considéré, quand on veut se positionner ou bien quand on veut se repositionner, il faut être en position de force. Il faut avoir les compétences. Il faut avoir les compétences, absolument. Elles y sont? Ah ben, elles y sont. Voilà. Donc, non, du tout. Donc, le pouvoir, au fait, il est fragile. Le pouvoir, il est fragile et en plus, il est sous pression. Donc, il veut quasiment satisfaire tout le monde, satisfaire ses partenaires commerciaux, hein, européens et américains, et aussi satisfaire aussi ses alliés historiques et naturels, la Chine ainsi que la Russie. Maintenant, on ne peut pas être en position de force quand on réprime son propre peuple. Parce qu'il a perdu en quelque sorte la carte de la légitimité à l'intérieur du pays. Ce n'est pas possible. Il n'a pas un mandat de légitimité pour affronter cette reconfiguration et ce redimensionnement géostratégique mondial. Donc, quand on voit que Shingreha, sous couvert, la visite de Shingreha, quand il est venu à Paris sous couvert pour préparer la venue de Tebboune au mois de mai, c'est une bizarrerie diplomatique. C'est pour de l'armement, c'est pour préparer un rendez-vous, préparer des petits fours, c'est pour... Franchement, en principe, c'est du ressort du ministre des Affaires étrangères. C'est l'Armamala qui devait venir, entre guillemets, pour préparer. Alors, selon vous, qu'est-ce qui, vu qu'on allait venir en 2 minutes, bien sûr, qu'est-ce qui s'est dit? Il est venu, peut-être, je dis peut-être, on a vu un peu le résultat de l'armement russe qui n'a pas fait qui s'enlise dans le bourbier ukrainien. Est-ce qu'il est venu pour signer des petits contrats d'armement? C'est inédit. On peut se poser cette question, sachant que l'armement européen est plus perfectionné, plus moderne. Est-ce qu'il a été reçu par Macron? Aucune photo n'a été ni médiatisée aussi bien de la part de l'Algérie ni de la part des Français. Pourquoi venir à Paris une semaine après en rentrant? Il y a le Haut Conseil de sécurité qui a été organisé rapidement à Alger. Est-ce qu'il a été décidé avant qu'il arrive à Paris ou est-ce qu'il a été décidé à Paris? Est-ce que suite à des consultations avec Macron, ils ont décidé de faire le Haut Conseil de sécurité, sachant dans le cadre de concertation politique, il y a un Haut Conseil de coopération qui devait être instauré. Est-ce qu'il a été instauré? On parle de Haut Conseil de coopération qui a été évoqué durant la visite de Macron en Algérie. On a évoqué la création d'une commission mixte d'historiens pour atténuer les dissensions entre l'Algérie et la France. On parle de tout, mais on ne voit rien. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que la visite aussi de Shingreha n'a pas heurté les Russes? Et il faut se poser la question, quand même, pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? C'est ça. Je reviens à vous. Je vous laisse réagir, mais Emmanuel Macron fournit de l'armement à l'Ukraine. C'est pas pour autant qu'il s'entend pas très bien. En termes de diplomatie, il s'entend très bien avec Vladimir Poutine. Donc les deux sont possibles. C'est pas pareil. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la même configuration, mais est-ce que pour l'Algérie, à un moment donné, est-ce qu'on peut aussi arriver à se positionner, à stabiliser et en ayant des intérêts dans les deux sens? Je reviens vers vous. Réagissez peut-être sur ce que vous venez d'entendre. C'est un peu différent parce que la France est quand même un membre du Conseil de sécurité. C'est une puissance internationale reconnue, etc. Donc elle a tout à fait intérêt à garder aussi un lien avec Moscou, même si les relations. Alors je parle dans la capacité, elle y arrive. Sont moi je parle vraiment dans la exécrables et la capacité d'y arriver. Après maintenant, très franchement, moi ça ne me gêne pas du tout, ça ne me choque pas la visite de M. Shingreha à Paris, ni ailleurs. D'ailleurs, s'il était parti à Moscou, à Washington, etc. Tous les grands pays, je veux dire, envoient leurs chefs des armées pour discuter des problèmes de sécurité, pour
parler éventuellement des problèmes d'approvisionnement en armes et j'espère aussi, mais je n'en suis malheureusement pas sûr, des transferts de technologie au niveau des renseignements, au niveau des armements, au niveau des matériels stratégiques, etc. Donc ce qui me choque, ce n'est pas du tout le fait que Shenghai vienne à Paris. Je préfère qu'il vienne à Paris plutôt qu'il aille aux Émirats arabes unis comme il l'a déjà fait ou qu'il aille à Moscou. Moi, je pense que plus il y a de relations, aussi bien économiques, culturelles, stratégiques, etc., avec un pays démocratique, plus il y a des chances que ça déteigne sur notre pays. Et on a vu que jusqu'à présent, les relations privilégiées, c'était avec les dictatures, notamment la Chine, la Russie, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc. Ça n'a absolument rien apporté de positif vraiment à l'Algérie, d'autant plus que justement vous posiez la question tout à l'heure que l'Algérie envisagerait donc de rentrer dans les BRICS. Moi je me dis en quoi c'est important pour nous, parce que là aussi il y a 3 pays qui envisagent de rentrer dans les BRICS, c'est l'Iran. Aujourd'hui, il fait partie justement des points de fixation au niveau totalement négatif dans les relations internationales. C'est l'Arabie saoudite, c'est pareil avec sa guerre contre le Yémen. Et puis la Turquie, sa guerre contre les Kurdes et contre la Syrie, ainsi de suite. Je ne vois pas comment l'Algérie aurait intérêt à rentrer dans ce panier de crabes où elle n'aurait vraiment pas de poids, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue stratégique, ni d'un point de vue militaire, etc. Moi, je pense que les zones d'influence de l'Algérie, c'est l'Afrique, c'est l'Europe, et moi, je suis totalement atterré que l'Algérie ne fasse pas partie de la francophonie, parce que c'est là qu'elle peut avoir justement son mot à dire, c'est là qu'elle peut avoir une influence considérable justement au niveau méditerranéen, au niveau africain. Donc moi je pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Quels sont les effets attendus? Évidemment pas au niveau idéologique pour dire voilà, nous sommes avec la Chine, nous sommes contre l'impérialisme américain, etc. Maintenant ça n'a plus cours. Si ça c'était les années 60-70. Je crois qu'il faut être pragmatique, qu'il faut chercher les intérêts de l'Algérie en premier lieu. Et il faut chercher véritablement le développement. Géré, pour essayer d'être concret, excusez-moi, j'essaie. Si c'est bien géré. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, personnellement, je suis pour que l'Algérie diversifie ses achats en matière d'armement, sachant que notre pays, c'est un très grand pays après l'éclatement du Soudan, première superficie d'Afrique, avec écoutez bien, 6511 km de frontières, dans plus de 2500 de zones désertiques. Donc forcément, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hassan, c'est-à-dire l'Algérie, elle a besoin d'une supériorité, ou elle a besoin plus d'avions qu'autre chose. Mais je pense, j'en suis étant sûr que la France ne va pas livrer des rafales, sachant que l'Algérie elle a toujours acheté des avions russes. D'ailleurs, elle va acquérir, sera le seul pays, soi-disant, africain au monde arabe ou tiers-monde, comme voilà, d'acheter les chasseurs 5e génération russes. Ils ont les S-400, ils ont ceci, cela. Je veux dire, il va falloir diversifier. Mais la présence, je dis bien la présence de Shangri-La, c'est juste pour consolider l'axe Paris-Alger. Par contre, il va au détriment du Hirak, pour qu'on soit d'accord. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Macron, je veux dire l'exécutif français, les officiels français, accordent une coopération, bâtisse un partenariat stratégique avec le gouvernement algérien, avec le régime algérien, ça va se faire au détriment du Hirak, au détriment de la, je veux dire, de la liberté d'expression, au détriment de notre lutte pour changer le régime. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne lui crois pas du tout, parce qu'en France, il n'y a pas que le gouvernement en France. En France, il y a des partis politiques d'opposition, il y a des contre-pouvoirs de toutes sortes, il y a la presse, il y a
il y a la justice. Combien de fois on nous a interdit des manifestations ici à Paris et en saisissant la justice, eh ben, on a eu gain de cause. Je crois que ça, ce n'est pas possible à Moscou, ce n'est pas possible à Pékin, ce n'est pas possible à Dubaï, ce n'est pas possible à Riyad, et ainsi de suite. Je crois au contraire que nous sommes 5-6 millions d'Algériens ici, qu'il nous appartient justement de nous organiser, d'avoir un groupe de pression et que toute relation privilégiée entre l'Algérie et l'Europe fera que justement on pourra s'acheminer au contraire à une ouverture démocratique parce que justement on peut faire pression sur le gouvernement européen. On a vu que justement avec les ONG qui travaillent sur les droits de l'homme, avec les journalistes qui envoient le journal. En tout cas, les articles du journal, je termine là-dessus, les articles du journal Le Monde, du Figaro, de l'Humanité, qui critiquaient le système algérien, vous ne pouvez pas le trouver à Moscou, à Pékin ou à Dubaï. Donc, moi, je pense qu'au contraire, il nous appartient d'encourager véritablement cet axe Alger-Paris-Bruxelles. Alors géopolitiquement, on en a parlé, on a bien compris qu'il y a d'abord cette problématique aussi de France-Afrique, où la Russie a de plus en plus de relations. On va pas y revenir, donc peut-être que Macron a encore tout à gagner d'envoyer et d'y retourner. Mais concrètement maintenant sur l'Algérie, le peuple algérien qui regarde ces émissions en disant on est un grand pays, tout le monde vient nous voir, tous les présidents, le chef d'état-major sera en France, les Américains passent leur vie en Algérie, les Russes sont en train de courtiser et passer de la pommade partout, etc. Mais si demain, avec un petit D ou un grand D, cette diplomatie, cette Algérie est bien gérée, avec les bonnes compétences, le bon savoir-faire, parce qu'il ne suffit pas d'être au pouvoir. Vous qui êtes économiste, il faut être un bon ministre de l'économie, il faut travailler. Et aussi être économiste. Voilà, oui aussi. Qu'est-ce que réellement ça pourrait apporter, ce contexte géostratégique où l'Algérie a tout à gagner, qu'est-ce que ça pourrait apporter dans les 5, 10, 15, 20 années qui arrivent au peuple algérien? Oui, moi je suis d'accord de Hassan, il faut que je rassure mon ami Hassan, oui, au moins on doit se positionner avec le monde libre, c'est normal, avec la France, avec l'Europe, c'est normal, c'est avec le vieux continent, comme on dit, qu'on va construire je veux dire, c'est pas avec des pays dictatoriaux qui traînent des casseroles. Il y a les Algériens, il y a le pouvoir algérien. Oui, on sait très bien que... Maintenant la question, moi je fais il faut faire le distinguo entre le régime qui cherche à se légitimer et à se donner une virginité sur le plan international. Et il y a un peuple aussi, il y a un peuple qui est réprimé, il y a un peuple on a vu l'inflation, quand on a un potentiel des richesses, je veux dire, époustouflante en Algérie, et qu'on n'arrive pas à créer de la richesse, de la valeur ajoutée. Je vous signale au mois de janvier, soi-disant, il y a l'allocation chômage de 15 000 dinars. Moi, je ne cherche pas, oui, je suis pour l'allocation chômage, parce qu'il faut avoir un salaire digne et décent pour que le citoyen algérien puisse vivre. 15 000 dinars, on est loin du salaire la question, décent, c'est comment créer la valeur, comment créer le travail, comment créer des secteurs d'activité, comment créer des start-up, comment sortir de cette économie rentière, comment mettre fin, comment redynamiser le Sud, comment mettre le tourisme, comment dynamiser le tourisme, c'est-à-dire dynamiser, comment apporter cette intégration économique interrégionale. C'est ça ce qu'on cherche, mais avec aussi une stabilité politique, avec une vraie démocratie, avec un état de droit, avec un état démocratique. Il faut mettre le paquet sur l'école, il faut mettre le paquet sur la santé. Vous voyez bien que nos hôpitaux sont des mouroirs. On a vu durant la pandémie, on a vu que nos compatriotes ont laissé leur vie pour quelques centimètres cubes d'oxygène. C'est ça la réalité de l'Algérie. Maintenant, oui, c'est normal. Je veux dire, cherchons toujours les intérêts du peuple. Mais maintenant, moi, je ne vois pas les intérêts du peuple. Ils sont complètement je repose ma question. Si dans cette situation où l'Algérie est très convoitée, courtisée, et c'est normal, c'est à 50 minutes de l'Europe, de la France, il y a une richesse en hydrocarbures, il y a le soleil, il y a l'eau, il y a la terre, etc. Si notamment cette période-là était
bien géré par des personnes au pouvoir qui avaient les compétences, le savoir-faire. C'est peut-être le cas. Qu'est-ce que demain, ça pourrait changer dans les 2-3 prochaines décennies au peuple algérien, sans les faire rêver? Mais c'est ça qui est important pour eux. Très honnêtement, ce qui peut changer le destin de l'Algérie, c'est d'abord qu'il y ait un minimum de démocratie dans notre pays, que l'Algérien soit acteur de son destin, lui aussi. Et je pense très honnêtement... Ces États-là se contrefichent un peu de ce qui se passe. Personne n'a évoqué la Ligue algérienne des droits de l'homme. Oui, mais ça change, vous savez, c'est une question de cycle. On a assisté à un changement quasi radical en 1989. Donc ce qui s'est passé en 1989 peut aussi se reproduire en 2023, 2025, etc. Je n'en sais rien. Donc en tout cas, il faut l'espérer pour l'Algérie, pour son peuple, et pour ses dirigeants, etc. Donc moi, ce qui vraiment me préoccupe dans la conjoncture actuelle, c'est de nous dire comment l'Algérie peut être indépendante au niveau alimentaire. Il nous faut une industrie agroalimentaire performante. Il nous faut une université performante. Il nous faut une industrie militaire performante. Quand vous parlez, je vois que la majorité de vos interlocuteurs disent que le budget de l'armée est trop important, énorme, etc. Oui et non. Oui, il est énorme si on continue de dépenser une partie de ce budget dans les méchouis, dans les rencontres, dans les salam aleik, etc. Mais il n'est pas important si on veut véritablement... Et s'il y a un équilibre avec les autres budgets aussi, c'est ce qui est important pour les Algériens, parce que les autres puissances, c'est aussi la santé, l'université. Il peut avoir des effets. Vous savez, une industrie militaire digne de ce nom, il peut avoir justement des sous-traitants au niveau de la petite et moyenne industrie, etc. Je termine juste là-dessus. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir une position idéologique. Moi, je pense que si on a des transferts de technologie, moi, c'est ça qui me rend malade. Jusqu'à présent, on a eu 60 ans de partenariat avec la Russie, puis avec la Chine. Aucun transfert de technologie. Le seul balbutiement, à ma connaissance, parce que je ne suis pas spécialiste justement du domaine militaire, le seul balbutiement de l'industrie militaire en Algérie, c'est avec l'Italie et l'Allemagne. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, c'est avec l'Europe. Je pense au fait... 20 secondes. Il faut investir sur l'humain. C'est qu'en Algérie, on n'a jamais investi sur l'humain. Et quand vous investissez sur l'humain... C'est ça, le transfert de technologie, merci, c'est l'investissement sur l'humain. C'est la performance, justement, c'est le savoir. Effectivement, l'une des plus grandes puissances d'un peuple, c'est certainement ses universités, son éducation, sa culture, ses hôpitaux, sa philosophie, sa littérature. Hassan Helache, merci d'avoir été avec nous en parlant de littérature. Je vous invite à retrouver donc votre livre sur Slimane Azem aux éditions de l'Harmattan. Il faut quand même citer l'éditeur, c'est très important. Hassan Helache, Lies Djebali, merci d'avoir été avec nous, analyste politique, économiste. Et Herakis, merci l'équipe en régie. Le programme continue. El Omr dans quelques instants. Bonne soirée à tous.